Aujourd'hui, on est mardi. Ce soir, j'ai mon live. D'ailleurs, venez au live le mardi 18h. Et en général, après le live, je suis crevé. Déjà là, je suis fatigué, je me suis couché tard et tout. Pas mal de taf. Et ce soir, j'ai un choix. Après le live, je suis crevé. Des fois, j'aime bien me péter un petit burrit et taper des Rocket League avec un pote. Je joue pas souvent, mais j'aime bien faire ça. Ou alors, t'as le moment où il est 20h et tu te dis, ok, il fait froid, mais vas-y, let's go, je vais courir. Je vais souvent courir, je fais 3-4 entraînements par semaine, 10-15 heures de sport, donc en soi, c'est pas grave si je rate l'entraînement d'aujourd'hui. Mais, d'à côté, si je commence à dire, ouais, vas-y, je rate l'entraînement, je me fais un Uber Eats, etc., c'est un peu chiant. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Objectivement, c'est un vrai dilemme, je sais pas, mais dans les faits, on s'en fout. Ce qu'il faut quand même comprendre avec cet exemple, c'est que chaque choix qu'on fait dans la vie entraîne forcément une perte et potentiellement un gain. Et la différence entre ce que l'on gagne ou perd au milieu, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. À chaque fois qu'on fait un choix, on a un nombre d'opportunités possibles. Et vous connaissez peut-être l'expression « choisir, c'est renoncer ». Dès qu'on choisit de faire quelque chose, par nature, on choisit de ne pas faire autre chose. Si je choisis de me péter un burger, de lancer Rocket League parce que je suis crevé et de chill, je choisis de ne pas aller courir. Et si je choisis d'aller courir, je choisis de ne pas faire une soirée où je suis peut-être déstressé. Donc, mathématiquement, le coût d'opportunité, c'est prendre le choix 1 auquel on enlève le choix 2. Me péter un burger moins aller courir, c'est quelque chose qui va être mauvais pour moi si je le fais à long terme. Mais dans l'autre sens, aller courir moins ne pas jouer avec mon pote parce que j'ai pas le temps, égale pas de potentiel de déstress ou de moments détente dans la semaine parce que je travaille beaucoup. Une voiture à 15 000 € moins une voiture à 10 000 € égale 5 000 € d'économiser si je choisis la moins chère. Dans la vie, il y a toujours un coût d'opportunité et en investissement, le coût d'opportunité, il est aussi très présent, mais il permet de mettre un coût ou un gain en face d'un choix pour essayer d'aller vers celui qui nous semble être le plus rentable et qui nous correspond le mieux. C'est juste une case, un élément qui nous permet de choisir, qu'on va combiner à d'autres éléments, mais c'est surtout une notion qui est très importante et qui peut nous faire perdre beaucoup d'argent. Quand on alloue des ressources à un actif, et que cet actif sous-performe, le coût d'opportunité, c'est la valeur qu'on aurait pu avoir si on avait investi dans une autre option, dans un meilleur actif. Si j'ai 1000 €, que j'ai deux choix, actif A, crypto B. Si je le mets dans la crypto A au lieu de la crypto B, et que la crypto A fait moins 20%, j'aurai 800 €, j'aurai perdu 200 €, mais par contre, le coût d'opportunité, si la crypto B par exemple a pris 200%, c'est plus 200 €, c'est 400 €. Parce qu'en choisissant de l'investir dans la crypto A qui perd moins 20%, je choisis de ne pas l'investir dans la crypto B qui prend 20%. Et donc c'est le spread entre les deux. Je vais prendre quelques exemples pour que ça parle à tout le monde. Le premier exemple, c'est l'immobilier. Vous avez le choix entre deux apparts qui coûtent les 200 000 €. Vous projetez 6% de rendement par an pour le premier, 8% pour l'autre. L'appartement 1 à 6%, il rapportera 7 200 € par an. Et l'appartement 2, il rapportera 9 600 € par an. Donc si je choisis d'acheter le premier, d'allouer mes ressources là-bas, mon coût d'opportunité, techniquement, il va être de 9 600 moins 7 200, donc 2 400 €. Donc à première vue, l'appart à 8%, c'est la meilleure option. Mais peut-être que le numéro 1 est mieux placé, qu'il a moins de travaux, qu'il va être plus facile à revendre, etc. Donc je vais pas faire mon choix uniquement en fonction du rendement qu'il peut m'apporter. Je sais que sur le papier, le second il est plus rentable. Donc il y a toujours des critères comme ça. Si je prends juste le critère du sport, je vais avoir un énorme coût d'opportunité à pas aller courir. Par contre, si je prends le critère de mon bien-être et que là j'ai envie de me décompresser, là je vais avoir d'autres critères qui rentrent en compte et qui peuvent me dire vas-y, fais une soirée gaming, t'en fais pas souvent, c'est cool. Maintenant, si on prend le coût d'opportunité, par exemple, d'attendre le bon moment pour investir dans un actif, comme, je sais pas, le S&P 500. Ça fait 1 an que j'y pense, mais j'attends le bon moment, là ça fait que de monter, c'est pas le moment idéal. Le moment parfait, pour moi, c'est quand il aura baissé de 20%. Et si ça arrive pas, j'attends, je laisse mes 1000 € sur mon compte en banque. Donc, choix numéro 1, je place 1000 € sur un ETF S&P 500 au 1er janvier, qui a fait une performance de 35% jusqu'à aujourd'hui, c'est débile, et j'aurai 350 € de gain. Choix numéro 2, je laisse 1000 € dormir sur mon compte, qui me rapporte rien, parce que le S&P n'a pas perdu 20% pour l'instant, donc je gagne 0 €. Le fait de ne pas investir fait que j'ai un coût d'opportunité de 350 €
qui est, entre guillemets, mon manque à gagner. On est sur une année qui est assez exceptionnelle pour les marchés financiers, mais c'est globalement ce que perdent les gens chaque année en se disant qu'ils attendent le bon moment pour investir. Le mec qui dit ça depuis 10 ans, il est passé à côté d'une décennie de marché haussier. C'est pour ça qu'on a ce proverbe qui est « vaut mieux être sur le marché, peu importe ce qui se passe, que de ne pas y être ». Le mec qui a attendu depuis 10 ans, il a littéralement perdu de l'argent juste parce qu'il attendait le bon moment. Et le bon moment n'arrive probablement jamais. Et ce même mec, il va vous dire « oui, mais attends mec, j'ai évité la crise Covid, j'ai évité la baisse de 2022. » Parce qu'il essaie un peu de se rassurer, mais dans les faits, il est perdant si on le compare à quelqu'un qui investit. Le mec qui a investi, il est aussi confronté à des choix. Les choix, ça peut être celui de vendre maintenant pour prendre des profits, d'attendre encore un mois, au cas où le marché continuerait de monter. Donc choix numéro 1, vendre trop tôt. Choix numéro 2, vendre trop tard. Et la différence entre les deux, elle aura toujours ce coût d'opportunité. L'idée, c'est pas que ça soit stressant pour vous. Faut pas non plus, on peut toujours trouver des coûts d'opportunité à tout. L'idée, c'est que vous ayez quand même conscience de l'existence du coût d'opportunité en investissement et surtout en crypto. En crypto, le coût d'opportunité, il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que la volatilité est très élevée. Bien plus qu'en bourse ou en immobilier. J'achète du Apple ou du Nvidia. Bon bah Apple fait 10%, Nvidia en fait 12%. Bon. J'achète du Solana ou du Atom. Sur une année, Solana fait 200%, Atom fait, je sais pas, 20%. Coût d'opportunité énorme. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Si vous l'avez peut-être vu, vous savez que j'ai déjà parlé de la notion. Mais par exemple, depuis novembre, le marché des crypto-monnaies, il est reparti à la hausse. Depuis que Trump a été élu. Ok. Trump, il annonce qu'il va faire une réserve stratégique de Bitcoin pour le pays. Il est beaucoup plus souple avec les cryptos, etc. C'est très pro-crypto, donc ça amène de l'euphorie sur le marché. On a levé des incertitudes. Et c'est à cause, ou grâce, à cette notion de coût d'opportunité, qu'il est très important de comprendre que réallouer ses ressources des crypto-monnaies qui sous-performent vers celles qui vont surperformer sera probablement très bénéfique pour la suite. Surtout si vous voulez sortir du marché avec des gains. Alors, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine bonne pratique à mettre en place pour se poser les bonnes questions. Vous vous doutez que le but, c'est pas de vendre une crypto solide qui a de bons fondamentaux parce qu'elle a pas bougé et racheter par exemple la même coin avec une tête de grenouille qui a déjà fait x100. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Par contre, en tant qu'investisseur, que ça soit en crypto ou sur d'autres marchés, il faut être conscient des choix que l'on fait. L'investissement, c'est pas essayer de savoir ce qui va monter le plus ou pas. Personne ne le sait. C'est essayer d'estimer ce qui a le plus de probabilité de monter ou non pour réussir à réallouer ses ressources. Des projets qui ont le plus de probabilité de sous-performer dans les projets qui ont le plus de chances de surperformer sur les prochains mois ou les prochaines années. C'est ça qu'on essaie de faire. Et c'est ça le coût d'opportunité, c'est de la probabilité. Par contre, la limite entre réallouer proprement avec le coût d'opportunité et le FOMO est très fine. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour réallouer en ayant les probabilités de notre côté ? Ok, j'ai compris la notion de coût d'opportunité, mais comment je l'implémente dans ma stratégie ? Dans cet épisode, je vais essayer de vous donner ma mécanique de réflexion, les questions que je me pose, que je regarde, etc. Et mercredi, pour ceux qui écoutent l'épisode à sa sortie, je vais publier une vidéo sur ma chaîne Erilov, au même endroit que ce podcast, avec des cas concrets où est-ce que j'essaie de choisir de placer mon capital si j'ai deux options, mais que je dois en choisir qu'une. Comment est-ce que je réfléchis si j'ai une crypto A et une crypto B, mais que je ne peux me positionner que sur l'une d'entre elles ? Ou comment est-ce que je réfléchis si je suis positionné sur une crypto A, mais que j'hésite à réallouer sur une crypto B ? Il y a plein d'éléments qui vont prendre en compte. Le premier, c'est l'analyse fondamentale. Quelle est la proposition de valeur ? Quels sont les métriques ? Quels sont les partenaires, les tokenomics ? Est-ce que c'est le même narratif ou est-ce qu'il est complètement différent ? Et qui a le plus de potentiel à l'intérieur de ce narratif ? En fait, c'est vraiment de partir du haut, c'est les poupées russes. Vous partez du haut et vous en ouvrez une à chaque fois. Ok. Les crypto-monnaies sont dans quel narratif ? Ok. Il y en a une qui est dans l'IA, il y en a une qui est dans les ZK Rollup. Ok. Bon. L'IA a l'air d'avoir plus le vent dans le dos. L'IA va avoir plus de liquidité, l'IA a le plus de potentiel. Ensuite, je vais aller voir les metrics. Est-ce qu'il y en a un qui est en croissance ? Je veux pas forcément qu'il y en ait un qui soit plus gros que l'autre, parce que sinon on investit sur Bitcoin et sur Ethereum à chaque fois. Ce qu'on veut voir, c'est une évolution de la croissance. Pourquoi ? Parce que quand on investit, ce qu'on veut, c'est une croissance du prix. Vous voyez ce que je veux dire ? T'as un Ether qui passe de 4000 à 4500, ça fait 20% de gain, je crois, un truc comme ça. Ok, sauf qu'une toute petite crypto qui a 10 centimes et qui passe à 40, ça fait x4. Et donc la croissance est beaucoup plus haute, et donc on gagne plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément... On a un peu ce biais des gros poissons, mais ce qu'on veut, c'est de la croissance. Donc on va regarder les métriques.
les partenaires, etc., en se disant lequel est en meilleure croissance, lequel a une meilleure promesse d'évolution dans son prix. Donc c'est l'analyse classique, tokenomics, etc. Ensuite, on va aller voir l'historique de prix. Oui, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais les cycles sont très similaires jusqu'à preuve du contraire. Donc ce que je vais faire, c'est regarder le comportement du prix pendant les cycles précédents si j'ai de l'historique. Et d'ailleurs, ça va être une notion. Est-ce que j'ai de l'historique? Si j'en ai pas, ça veut dire que potentiellement, je vais pouvoir naviguer à des niveaux un petit peu plus hauts en termes de découverte de prix, parce que il n'y a pas l'historique de l'ancien ATH, donc je ne sais pas exactement si je vais avoir tel prix, tel prix, tel prix. Alors que si j'ai une crypto-monnaie comme Ethereum, je sais que son ATH, il est à 4000 et quelques, 4005, 4007, 4009, je sais plus, dans cette zone-là. Et donc, je sais très bien que ça va être un palier et que je vais pas aller non plus 10 fois plus haut que ça. Qu'il va y avoir cette référence-là. Et surtout, ce que je veux comparer, quand je regarde un petit peu tout ça, c'est qui surperforme qui. Je veux investir dans 2 crypto-monnaies à l'instant T, sur l'année en date, sur les 3 derniers mois en date, sur les 2 dernières années en date, qui a surperformé qui. Et pourquoi. Et est-ce que ça peut continuer? Solana contre Cardano. Solana a explosé Cardano sur un an. Cardano a explosé Solana sur le mois dernier. Ok, quelle notion j'en tire? Bah ok, je vais aller voir si Cardano qui surperforme Solana sur le mois dernier, c'est quelque chose qui est tenable, ou alors c'est un événement décorrélé, et si on dézoome, bah, la charte, c'est quand même Solana qui surperforme Cardano. Donc ce que je vais aller faire, c'est, vous allez sur TradingView, et vous mettez la charte de Solana divisé par Cardano. D'accord? Si la charte monte, ça veut dire que Solana surperforme Cardano. Si la charte descend, ça veut dire que celui qui est en bas, Cardano, surperforme Solana. Et vous regardez sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Et maintenant, la question qu'on se pose, en ayant toutes ces datas-là, c'est quoi? C'est, je veux investir soit sur Solana, soit sur Cardano. Est-ce que Solana a une forte probabilité de surperformer Cardano? Ça peut marcher avec toutes les cryptos. Est-ce que Solana a, avec toutes les informations que j'ai récoltées, une forte probabilité de surperformer Cardano dans une échelle de temps que j'ai déterminée? 1 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Ça, c'est la première question. J'estime qu'avec toutes les datas que j'ai notées, ok, Solana a de fortes chances de surperformer Cardano dans les 6 prochains mois. Et la deuxième question, c'est est-ce que la crypto A, donc Cardano, sous-performe le marché actuellement? Je vais prendre ces 2 éléments-là. Et si je me rends compte que Cardano, pour le coup, c'est pas le cas, mais si je me rends compte que Cardano sous-performe le marché, que Solana surperforme le marché et que Solana a de fortes chances de surperformer Cardano, si on prend juste cette échelle-là, dans le futur, mon coût d'opportunité, mon espérance de gain va se diriger vers ok, il faut que j'alloue mes ressources sur Solana et pas sur Cardano. Et peut-être que je vais me tromper, c'est de l'investissement, t'as pas toujours raison. Mais si je fais ça 1 milliard de fois, c'est la notion d'espérance de gain, c'est si on fait un événement pendant 1 milliard de fois, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, on fasse des gains, l'espérance de gain. Au poker, une paire d'as gagne 80% du temps contre toutes les mains. Si je fais tapis, 1 milliard de fois avec une paire d'as, je vais gagner 80% du temps. Par contre, sur potentiellement 5 mains, bah, je vais en perdre une, parce que j'ai 20% de perte, voire 2 peut-être, parce qu'il y a ce qu'on appelle la variance, il y a de l'aléatoire qui rentre en compte. Le coût d'opportunité, c'est un peu à double tranchant. Parce que je peux devenir très vite maniaque et je peux devenir un fou furieux si jamais je passe mon temps à me dire « Ah putain, si je mange ce burger, mon entraînement d'hier va être annulé parce que mon entraînement d'hier a fait brûler 500 calories alors que là, le burger, il en fait 700. J'ai un coût d'opportunité qui est... » Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est une notion qui est à prendre en compte déjà dans la vie, mais je suis pas psy, mais surtout dans l'investissement. Si je choisis d'épargner au lieu de dépenser, je me donne la possibilité de réaliser un projet plus important plus tard avec le capital que j'ai de côté. Si je choisis de dépenser maintenant, est-ce que la gratification que ça m'apporte vaut le coût d'opportunité? C'est ça les questions qui vont se poser. C'est qu'il y a toujours une contrepartie. Mais c'est extrêmement important en crypto-monnaie, surtout, et en investissement, mais surtout actuellement en crypto, parce que c'est une notion qui est appliquée tous les jours. On passe beaucoup de temps à traîner des vieilles crypto-monnaies dans notre portefeuille. Et dites-vous que les crypto-monnaies qui traînent dans votre portefeuille, il y a la possibilité qu'elles ne performent pas, et donc que vous perdiez ou que vous ne gagnez pas, mais surtout, ce sont des ressources qui sont bloquées,
que vous auriez pu réallouer dans des crypto-monnaies qui surperforment le marché. Et donc le coût d'opportunité, il est là. Attention, attention. Parce que, en disant ça, vous pouvez vous dire, mais attends, Eril, c'est complètement contradictoire ce que tu dis. Tu nous as dit d'avoir un plan et de le suivre. Oui. Il faut un plan, il faut le suivre. C'est pour ça qu'il faut déjà des convictions dans son portefeuille et dans les crypto-monnaies qu'on a sélectionnées. C'est pas parce que une crypto-monnaie sous-performe une autre pendant 1 mois, pendant 2 mois, qu'il faut changer l'entièreté de ses convictions. Par contre, je pense qu'il faut une stratégie et un plan. Le plan, c'est ce qui va être global. C'est-à-dire que par exemple, si mon plan c'est d'acheter du Bitcoin pendant 10 ans, c'est pas parce que Ethereum surperforme Bitcoin pendant 3 mois que je vais commencer à acheter de l'Ether. D'accord? Parce que mon plan, je ne le bouge pas, il est fixe. Par contre, ma stratégie peut être flexible. D'accord? C'est ce que j'essaie de faire. C'est je reste ouvert en fonction du socle de conviction que je vais avoir. Par exemple, en ce moment, je parle beaucoup de Solana, parce que c'est, pour moi, l'écosystème où, après toutes mes analyses, il y a le plus de croissance, il y a le plus d'activité, il y a le plus de développeurs, il y a le plus de capital, etc. Mais je ne me considère pas Solana maxi. C'est-à-dire que si demain c'est Cardano, je vous promets, et on verra, hein. De toute façon je serai là pendant encore 10 ans, donc on va pouvoir au bout d'un moment voir si c'est vraiment quelque chose que j'applique, mais je vous promets que je vais juste dire, bon, ben, après une analyse sur toutes les datas dont je vous ai parlé, et encore bien d'autres, sur les 6 derniers mois par exemple, bah, je me rends compte que allouer des ressources dans Solana n'est plus pertinent, parce que il y a un coût d'opportunité qui est beaucoup trop haut à ne pas les allouer dans Cardano, dans Algorand, dans XRP, peu importe. Mais ça sera en fonction de ma thèse d'investissement. Ça sera pas en fonction de il faut que je saute à droite à gauche. Et c'est pour ça aussi que je vais finir avec ça. Le coût d'opportunité, vous devez le jauger, mais pas sur une trop petite période de temps. Parce que sinon, tu passes ta vie à remettre en question tes convictions et ça peut être assez compliqué. Si par exemple, sur la semaine, se péter un burger au lieu d'aller courir, c'est pas ouf. Si je fais ça toutes les semaines, c'est pas ouf. Par contre, sur le mois, si je sais que je vais le faire qu'une fois, bah ouais, ça n'a pas une grosse différence. Sur l'année, est-ce que ça a une différence? Si je sais que je vais le faire une fois tous les 2 mois, par exemple. Sur 10 ans, si je le fais de temps en temps, non. Et donc, c'est exactement pareil. C'est que le coût d'opportunité ne doit pas vous figer, il doit justement vous servir à penser long terme. Et c'est une notion qui est extrêmement puissante si jamais on arrive bien à l'utiliser. Mais encore une fois, c'est à double tranchant. Ça peut être très puissant, mais ça peut être aussi assez paralysant. Donc, soit vous vous sentez à l'aise et c'est quelque chose qui vous aide, en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui m'aide dans plein de domaines, et c'est quelque chose que j'utilise parce que j'ai pas spécialement de problème à réallouer des ressources, parce que j'essaye de ne pas rester émotionnel par rapport à un actif, pas une crypto. Si je vois que j'ai une crypto qui est en perte, qui est en baisse, tant pis, je réalloue, parce que j'estime que le coût d'opportunité est meilleur là-bas, parce que j'ai fait mes recherches. Mais si c'est pas quelque chose sur lequel vous aimez vous appuyer, encore une fois, je vous rappelle que vous n'êtes pas du tout obligé de quoi que ce soit. Je vous partage simplement mes petites stratégies que j'utilise, mon journal de bord, c'est un peu ce podcast au final, c'est mon journal de bord, et ça vous permet de choisir ou non ce que vous voulez utiliser pour votre journal de bord. Merci beaucoup les potes, c'était la notion de coût d'opportunité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir le travail, on fait plein de vidéos en ce moment. La chaîne secondaire est en train de ne plus devenir la chaîne secondaire, mais une chaîne à part entière. Donc pour ça, j'ai aussi besoin de votre soutien. Vous avez juste à vous abonner. Si on arrive à, je sais pas, la moitié de la chaîne principale, ça serait incroyable. On est bientôt à 20 000 abonnés. C'est très cool. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Ciao les potes.